Salam alaikum, bonjour tout le monde, voici votre collègue Essam Ziani de la faculté de la médecine ISM Batna. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la parasitologie médicale. Commençons par une définition. C'est quoi un parasite? Les parasites sont des êtres fongiques ou animaux qui passent une partie ou la totalité de leur vie dans un organisme appelé hôte, sans induire une destruction inéluctable de l'hôte comme les prédateurs. Parasite et parasitisme. Type de relation d'un organisme avec son environnement. La vie libre, subvenir à lui-même ses besoins métaboliques, donc il est indépendant. Le saprophytisme se nourrit de matière organique ou végétale en décomposition du milieu externe. La symbiose, vivre en collaboration avec l'hôte. Le commensalisme, un organisme se nourrit de matière organique sur l'être vivant, sans entraîner des troubles ou de spoliation chez l'hôte. Le parasitisme vit aux dépens de l'hôte, source de biotope, c'est-à-dire élément nutritif, qui est empathie plus ou moins grave. Le dernier type, c'est l'opportuniste. En cas de perte de défense immunitaire chez l'hôte, l'organisme passe de l'état commensalisme ou saprophyte vers un parasite. La localisation des parasites. On distingue les ectoparasites et les endoparasites. Commençons par les ectoparasites. V à la surface comme puce et peau. Dans les tegments, ça copte de la gale, les cavités naturelles facilement accessibles de l'hôte, le nez et les oreilles, ce sont soit des simples nuisants ou des vecteurs de maladies parasitaires bactériennes ou virales. Passons vers les endoparasites, différentes dans différentes cavités dans le corps. Différentes cavités dans le corps. Par exemple, l'intestin, comme les ténias, les vaisseaux, comme les schistosomes, dans les tissus, larves de trichine, les cellules, leishmaniae et toxoplasme. On va voir les modes de vie des parasites. Premier mode de vie, accidentel. Un organisme dont le mode de vie n'est pas le parasitisme, mais il se retrouve par hasard dans l'organisme, comme larve de mouche avalée. Deuxième type, facultatif. Ça profite, mais peuvent à l'occasion envahir l'hôte, comme les champignons à comportement opportuniste. Le troisième type, obligatoire, ne vit qu'en mode parasitaire où on distingue les parasites permanents. L'existence entière se déroule dans un ou plusieurs hôtes, comme les ténias. Les parasites temporaires bravent une brève partie de leur vie à l'état parasitaire, mais ils ont des stades libres dans l'environnement, comme moustiques. Les parasites périodiques vivent une période ou phase de leur vie chez l'hôte, comme l'ankylostome. Les parasites erratiques, retrouvés en dehors de leur lieu habituel de développement et n'arrivent pas à l'état adulte, ils ont un impasse parasitaire comme le kyste édatique. Le dernier type, c'est l'opportuniste, un organisme normalement commensal ou parasite non pathogène peut devenir parasite et pathogène suite à une immunodépression dans le cas des Cryptosporidium et les Microsporidium.
La spécificité parasitaire. C'est la somme des modifications anatomiques et physiologiques qui a subi le parasite pour s'adapter sur la vie chez un hôte. On distingue les parasites monoxènes et les parasites hétéroxènes. Un parasite monoxène a un seul hôte, Plasmodium et le pou. Un parasite hétéroxène vit dans plusieurs hôtes, comme les insectes hématophages. Sur le plan clinique, un parasite bien adapté engendre une maladie tenace mais peu grave, mais un parasite adapté engendre une maladie peu tenace mais ayant des manifestations bruyantes et souvent graves. La classification des parasites. 1. Les protozoaires. Des êtres unicellulaires eucaryotes. Par exemple, genre Plasmodium, Toxoplasma, Entamoeba. 2. Les helminths. Ce sont des vers, des êtres métazoaires, c'est-à-dire pluricellulaires possédant des tissus différenciés. Se trouvent sous forme adulte avec deux sexes, des stades larvaires embryonnaires libres ou tissulaires. Par exemple, genre Ascaris, Strongyloides, Echinococcus et les Ténia. 3. Les fongies ou micromycètes. Ce sont des champignons microscopiques sous forme de spores isolés ou regroupés ou de filaments libres ou tissulaires. Par exemple, genre Candida, Aspergillus, Dermatophytes. 4. Les arthropodes, mollusques, para-arthropodes ou annelides. Des êtres pluricellulaires parasites, comme les insectes, les arachnides, mollusques et crustacés. Comportent divers stades pour leur parasitisme, adultes mâles et œufs femelles, les larves, nymphes et œufs. Passons maintenant vers la relation hôte-parasite. Commençons par les actions du parasite sur l'hôte. L'action spoliatrice dépend des dimensions et nombre des parasites. Par exemple, l'anémie ankylostomienne cause une hémorragie ou des hémorragies, consiste au détournement des substances importantes à leur profit. Par exemple, dans l'anémie de type BMR, de la botryocéphalose liée à une spoliation en vitamine B12. Une action toxique. Des substances sécrétées et ou excrétées par le parasite causent soit une anémie, des phénomènes nerveux comme le cas d'Ascaris, une lyse cellulaire comme dans le cas d'Entamoeba histolytica et responsable des accès fébriles. L'action traumatique. Les protozoaires et les œufs de certains trématodes sont capables de détruire les tissus et la paroi de divers organes, comme dans le cas de Schistosoma. L'action mécanique, microscopique, par exemple l'éclatement des émanciés parasitaires par des plasmodiums, phénomène d'occlusion, occlusion intestinale sur un paquet d'Ascaris, ou de compression, comme dans le cas des datides. L'action infectieuse cause des lésions qui ouvrent la porte à une surinfection microbienne, comme dans le cas de schistosome. L'action immunopathologique, une formation de granulomes inflammatoires et des foyers de sclérofibrose,
comme dans le cas de bilharziose hépatique, et des complications néoplasiques pour la bilharziose urinaire. L'action irritative réflexe, survenue de spasmes intestinaux au cours de l'ascaridiose. Je m'excuse. L'action immunodépressive, comme dans le cas de plodisme et bilharziose. Une action allergique, par exemple, comme dans le cas de scardiose et les giardiases, un choc anaphylactique, une rupture de l'édatite. Passons vers les réactions de l'hôte aux parasites. Deux réactions sont possibles, des réactions cellulaires ou tissulaires et des réactions immunologiques. Commençons par les réactions cellulaires ou tissulaires. Les macrophages, un rôle phagocytaire, première ligne de défense contre les protozoaires et les champignons surtout. Les éosinophiles et les mastocytes, un rôle considérable contre les verminoses. Les périosinophiles parasitaires, causées par l'apanage des verminoses, les protozoos et les mycoses ne provoquent pas d'hyperéosinophilie significativement élevée au-dessus de 500 par millimètre cube. Les helminths qui sont strictement localisés dans la lumière intestinale, comme les ténias et l'oxure, n'entraînent qu'une hyperéosinophilie notable. Les parasites intratissulaires provoquent une hyperéosinophilie plus ou moins importante, comme les larves de trichine, l'anguille et les helminths qui migrent dans le corps de l'hôte, comme l'ascaris et l'ankylostome. Les périosinophilie vermineuse évoluent dans le temps selon la courbe de V composée de 4 phases: phase de latence, phase d'ascension, phase en plateau et la dernière phase de régression. Elle est d'abord rapide puis lente sans retour à la normale tant que le parasitisme tissulaire persiste. La durée de chaque phase et la valeur maximale d'hyperéosinophilie varie avec la nature et le nombre de parasites présents. Deuxième type de réaction sont les réactions immunologiques. Les parasites ou les produits de leur métabolisme provoquent l'apparition d'anticorps spécifiques. Les anticorps n'existent pratiquement que dans les parasitoses profondes intratissulaires. Les anticorps assurent un contact étroit entre le parasite et l'hôte. Cette immunité acquise peut être soit définitivement protective, comme dans le cas de leishmaniose cutanée, soit à un rôle au moins atténuateur, comme dans le cas de plodisme. Inversement, ces anticorps peuvent exercer des effets immunopathologiques. Une hémolyse par auto-anticorps, comme dans le cas de plodisme, soit une formation d'immunocomplexes circulant ou fixés qui cause une glomérulonéphrite, comme dans le cas de plodisme. Passons maintenant vers la défense du parasite contre les réactions de l'hôte, l'évitement immunitaire. Se fait par différentes méthodes. Commençons par la première méthode qui est la parenté antigénique. Le parasite exprime sur la surface des molécules semblables à celles de l'hôte, une communauté antigénique, ou par l'utilisation des molécules de l'hôte, c'est-à-dire un camouflage antigénique. Dans les deux cas, l'hôte ne perçoit du parasite que des signaux semblables à ceux de son propre corps. Deuxième méthode, à variation antigénique,
Le temps que l'hôte produit des anticorps, le parasite se reproduit et ses ascendants comportent une enveloppe antigénique différente pour laquelle l'hôte produit de nouveau des anticorps et ainsi de suite. Troisième méthode, la dépression immunitaire. Production des molécules qui génèrent des signaux trompeurs pour manipuler l'hôte. Par conséquent, l'hôte ou l'organisme produit des anticorps inefficaces. Quatrième méthode, le désamorçage des cellules du système immunitaire. Le parasite entre dans les cellules immunitaires pour échapper aux anticorps qui circulent dans le sang, la lymphe et les tissus superficiels. Cinquième méthode, l'enquistement. Le parasite s'enquiste et l'hôte ne le perçoit plus comme un intrus. Passons maintenant vers l'étude de cycle parasitaire et épidémiologique. C'est quoi un cycle? Notion de cycle évolutif ou cycle parasitaire. C'est l'ensemble des transformations obligatoires subies par un parasite pour passer d'une génération à la suivante. Sa connaissance est indispensable pour la compréhension des modes d'infestation et des techniques de prophylaxie. Les éléments du cycle parasitaire. A. Le parasite ou agent pathogène. B. L'hôte définitif ou hôte primaire ou hôte principal. C'est l'être vivant héberge les formes adultes des parasites se reproduisant par voie sexuée. C. L'hôte intermédiaire ou hôte secondaire. C'est l'être vivant qui héberge la forme larvaire des parasites se multipliant par voie asexuée. Le parasite doit obligatoirement séjourner pour subir les transformations qui l'amèneront à sa forme infestante, la seule qui possède le pouvoir contaminateur. Selon le mode de transmission, on distingue l'hôte intermédiaire passif et l'hôte intermédiaire actif. L'hôte intermédiaire passif abrite la forme infestante jusqu'à un accident assure le passage chez l'hôte définitif, comme par exemple les mollusques pour les douves ou les schistosomes. L'hôte intermédiaire actif, ce sont les vecteurs. Un vecteur est un animal vénérant et hématophage qui puise le parasite chez un sujet malade, le conserve et le transporte, donc c'est un réservoir pour finalement l'inoculer au sujet sain. On distingue des vecteurs biologiques et des vecteurs mécaniques. Les vecteurs biologiques, indispensable cycle vital du parasite pour la maturation et ou la multiplication, ce sont des hôtes intermédiaires actifs, comme les arthropodes et hématophages. Pour les vecteurs mécaniques, appelés hôtes paratyniques ou hôtes d'attente, qui ont un simple rôle de transport, par exemple les mouches, transport de kystes d'amibes. D. Le réservoir de parasites ou réservoir de virus. C'est l'être vivant dans lequel le parasite se maintient, assure sa survie, est un porteur sain ou asymptomatique. Selon leur nature, on différencie trois types. Le RP humain, dans les affections strictement humaines, anthroponos. Les RP animales, dans la majorité des zoonoses, comme les rongeurs sauvages dans leishmaniose. RP tulérique, comme les mycoses, dans le cas des dermatophytes. Il note, l'homme peut être un hôte intermédiaire, un hôte définitif
ou un hôte à la fois définitif et intermédiaire. Passons maintenant vers les voies d'entrée des parasites au mode de contamination. 1. Contamination ou voie orale, comme dans le cas des amébiases et les dystomatoses. 2. Cutanée ou muqueuse passive, comme dans le cas des mycoses égales. Transcutanée active, les anguilloses, les ankylostomiases, aériennes par inhalation, plus rare pour les mycoses, voie sexuelle pour trichomonase vaginalis, voie transplacentaire pour la Toxoplasma gondii, une voie de transfusion pour le plasmodium et par une greffe d'un organe parasité, comme dans le cas de Toxoplasma gondii. Les voies de sortie des parasites. Leur connaissance a un double intérêt diagnostique et prophylactique. Voie digestive, la plus importante, dissémination par les selles, kystes, les œufs et les larves. Voie urinaire par les urines, les œufs de S. hématobium. Voie aérienne plus accessoire, une voie cutanée par simple contact pour les mycoses, un plaie, filière de Médine, intervention d'un vecteur hématophage, comme dans le cas d'Anophèle pour plotisme, phlébotome pour leishmaniose. Et il existe des parasites sans possibilité normale de sortie. Des parasites en impasse parasitaire comme le kyste hydatique. Passe maintenant vers la prophylaxie. La prophylaxie individuelle, c'est la protection de sujets sains. Le but est d'empêcher la pénétration du parasite, le détruire dès cette pénétration ou bloquer son développement par soit hygiène alimentaire, une moustiquaire, chimioprophylaxie et des vaccinations. Deuxième type de prophylaxie, prophylaxie générale ou collective, elle s'attaque à tous les maillons vulnérables de la chaîne épidémiologique, c'est-à-dire couper la chaîne épidémiologique par isoler les réservoirs des parasites, stériliser les RP, hygiène collective, lutter contre les hôtes intermédiaires, détruire les vecteurs et la vaccination et traitement de masse. La nomenclature scientifique ou taxonomie. Commençons par l'espèce. Les organismes d'espèce, la notion d'espèce, c'est l'ensemble des organismes qui présentent les mêmes caractères, se reproduisant entre eux, transmettent génétiquement ces mêmes caractères à leur descendance, unité élémentaire de la classification ou systématique. Les espèces voisines sont regroupées en genres. Et merci pour votre temps.